Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, peut-être vous-même, qui s'excuse tout le temps, même quand il n'a rien fait de mal? Quelqu'un qui déteste demander de l'aide, qui gère tout seul, qui sourit même quand ça va pas. Quelqu'un qui, au fond, a l'air solide comme un roc, mais qui la nuit porte un poids que personne ne voit. On dit souvent de ces personnes qu'elles sont fortes. Et c'est vrai, d'une certaine façon. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette force-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été construite, brique par brique, dans une enfance où il a fallu survivre. Pas survivre à une guerre forcément, parfois juste survivre à une maison où l'on ne se sentait pas en sécurité d'être soi-même. Aujourd'hui, on va parler de psychologie. On va parler de ce qui se passe dans le cerveau et dans le cœur des personnes qui ont trop enduré étant enfants. Et je vous promets que si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, ce ne sera pas pour vous faire mal, ce sera pour vous aider à comprendre. Parce que comprendre, c'est souvent le premier pas vers quelque chose de plus léger. Imaginez un enfant de 7 ans. Il rentre de l'école et sent immédiatement l'ambiance dans la maison. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il sait. Il ajuste son comportement en quelques secondes. Il parle moins fort, il ne fait pas de demandes, il se rend invisible. Ce petit radar émotionnel qu'il a développé, c'est ce que les psychologues appellent l'hypervigilance. Et cet enfant de 7 ans l'a développé non pas parce qu'il était particulièrement intelligent, bien qu'il l'était, mais parce que son environnement le lui imposait. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas sur l'enfance difficile. Ce n'est pas toujours dramatique au sens hollywoodien du terme, ce n'est pas toujours visible. L'enfance douloureuse, ça peut ressembler à des parents qui se disputaient tout le temps, à un foyer émotionnellement froid, où les câlins étaient rares et les critiques fréquentes, à un parent dépressif que l'enfant essayait de sauver, à une maison imprévisible où on ne savait jamais à quelle sauce on allait être mangé. Ces situations-là laissent des traces, pas des cicatrices visibles, des traces neurologiques, dans le cerveau lui-même. Et c'est là que ça devient fascinant et un peu douloureux à la fois. Des recherches en neurosciences, notamment les travaux pionniers du docteur Wassel van der Kolk, auteur du livre Le corps n'oublie rien, ont montré que les expériences traumatiques vécues dans l'enfance modifient littéralement la structure du cerveau. L'amygdale, cette petite zone en forme d'amande qui gère la peur et les alertes de danger, devient hyperactive chez ces personnes. Elle est en mode alarme quasi permanent, ce qui veut dire que même adulte, dans une situation parfaitement normale, le cerveau peut déclencher une réaction de stress comme si le danger était réel, comme si le passé se rejouait dans le présent. C'est pour ça que ces personnes peuvent parfois sembler trop sensibles ou réactives aux yeux des autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un système nerveux qui a été calibré sur la survie. Et un système nerveux calibré sur la survie, ça ne se désactive pas du jour au lendemain juste parce que le danger est passé. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on ne dit pas assez, les stratégies d'adaptation. Parce que ces enfants-là, ils ont survécu. Et pour survivre, ils ont développé des mécanismes d'une ingéniosité remarquable. Le problème, c'est que ces mécanismes, absolument utiles dans l'enfance, deviennent des obstacles à l'âge adulte. Prenez l'hyperindépendance. Cet enfant qui a appris que demander de l'aide, ça servait à rien, soit parce qu'on lui refusait, soit parce que ça entraînait des complications, cet enfant devient l'adulte qui fait tout seul, qui refuse qu'on l'aide, qui dit ça va même quand ça va pas. En apparence, c'est une force. En réalité, c'est une armure. Et les armures, ça protège, oui, mais ça empêche aussi de recevoir de la chaleur. Ou bien prenez le perfectionnisme. L'enfant dans un environnement instable apprend vite que s'il est parfait, s'il a les meilleures notes, s'il ne fait jamais d'erreur, s'il est le bon enfant, il risque moins de déclencher la colère de l'adulte. Ce perfectionnisme-là, il est souvent récompensé dans notre société. On dit de ces personnes qu'elles sont rigoureuses, ambitieuses. Mais derrière cette rigueur, il y a souvent une peur profonde de l'échec, non pas parce qu'elles seraient faibles, mais parce que leur cerveau a associé l'erreur à une menace existentielle. Et puis il y a cette tendance, magnifiquement humaine, de prendre soin des autres. Ces enfants qui ont grandi en gérant les émotions de leurs parents ou en apaisant les tensions familiales deviennent souvent des adultes hyper empathiques, qui ressentent tout, qui donnent énormément. Ce sont souvent les meilleurs amis, les meilleurs partenaires, jusqu'à ce qu'ils s'oublient complètement eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris que leurs propres besoins comptaient. C'est ce qu'on appelle parfois le syndrome de l'enfant parentifié, l'enfant qui a endossé un rôle d'adulte trop tôt. Et ce renversement des rôles, invisible, silencieux, laisse une empreinte profonde sur la façon dont on se perçoit dans les relations. Ces personnes ont souvent du mal à recevoir, donner, elles savent faire. Recevoir de l'amour, de l'aide, de la tendresse sans se sentir redevable, ça, c'est tout un apprentissage. Il faut aussi parler d'une réalité que beaucoup portent avec eux sans même avoir les mots pour la nommer, la honte. Pas une honte de quelque chose qu'ils ont fait, une honte d'être, une honte d'exister.
Quand un enfant est négligé, humilié ou simplement jamais validé dans qui il en tire une conclusion logique pour un enfant, que c'est lui le problème, que s'il souffre, c'est parce qu'il mérite de souffrir, que s'il est seul, c'est parce qu'il est au fond difficile à aimer. Cette croyance-là, elle s'installe au niveau cellulaire, dirais-je. Elle teinte tout, les relations, la façon de se parler à soi-même, les choix qu'on fait, les personnes qu'on laisse entrer dans sa vie. Et elle est souvent invisible, même pour ceux qui la portent. On ne se dit pas consciemment « je suis fondamentalement mauvais ». On se dit juste « je n'ai pas trop ma place ici, je ne veux pas déranger, je mérite probablement mieux, mais peut-être pas vraiment ». Mais voilà ce que je veux vous dire, et c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Ces schémas-là, aussi profonds soient-ils, ne sont pas une fatalité. Le cerveau, et c'est une des découvertes les plus révolutionnaires des dernières décennies, est plastique. Il change, il apprend, il se réorganise. Ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est littéralement la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, à réécrire d'anciens schémas. Pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais c'est possible. Et aussi, le premier pas, vraiment le premier, c'est de nommer ce qu'on a vécu. Pas pour accuser, pas pour s'enfermer dans la victimité, mais pour comprendre. Pour se dire « Ah, voilà pourquoi je fonctionne comme ça. Voilà pourquoi je me sens si seul, même entouré de monde. Voilà pourquoi j'ai si peur qu'on parte. » Parce que comprendre, ça change tout. Ça transforme la honte en quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemble à de la compassion pour soi. Et cette compassion, c'est le sol dans lequel quelque chose de nouveau peut pousser. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Imaginez un arbre qui a poussé dans le vent. Pas un vent doux, un vent violent, constant. Cet arbre-là ne poussera pas droit. Il va se courber, s'adapter, développer des racines plus profondes, un tronc plus solide d'un côté. Il sera tordu peut-être, mais il sera là. Et cet arbre-là, cet arbre qui a enduré, a une résistance que les arbres poussés dans des serres n'auront jamais. Ce n'est pas une invitation à romantiser la souffrance. La souffrance n'est pas belle en elle-même, mais les personnes qui ont traversé des enfances difficiles développent souvent une profondeur, une intuition des autres, une capacité à tenir dans les tempêtes qui est sincèrement extraordinaire. Le problème n'est pas ce qu'elles sont devenues, le problème c'est qu'elles ne le savent pas encore. Alors si vous vous êtes reconnu dans quelque chose de ce que j'ai dit, si vous avez cette impression que vous portez quelque chose depuis longtemps, quelque chose de lourd, quelque chose d'invisible, je veux juste vous dire que ce que vous ressentez est réel, que ce que vous avez vécu comptait, que vous n'étiez pas le problème, et que même si personne ne vous l'a dit à l'époque, il n'est pas trop tard de l'entendre maintenant. Prenez le temps, si vous en avez l'envie, de laisser un commentaire en bas. Dites-moi ce qui vous a touché dans cette vidéo, parce que parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent, même dans un commentaire YouTube à 3 heures du matin, c'est déjà un début. Et si vous voulez qu'on continue à explorer ce genre de sujet ensemble, vous savez ce qu'il reste à faire. On se retrouve très bientôt.